On est en direct au 104 dans le 19e arrondissement à Paris encore une fois et on est dans le débrief d'une table ronde qui vient de se terminer il y a quelques instants, l'auto-entrepreneuriat, le nouvel attrait des talents internationaux. Et pour ce faire, pour en discuter, on est avec trois intervenants. Marina Burke tout d'abord, bonjour Marina, directrice de l'accompagnement de la mobilité internationale à la Cité internationale universitaire de Paris. Hervé Sabourin, bonjour Hervé, directeur Bonjour. régional Moyen-Orient pour l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie. Et puis Mathieu Pote-Bonneville, bonjour Bonjour. Mathieu, responsable du pôle idées et savoir à l'Institut français. Alors, pourquoi êtes-vous impliqué sur ce sujet de l'auto-entrepreneuriat? Marina, tout d'abord. Alors, au sein de la Cité internationale universitaire de Paris, il y a la direction de l'accompagnement de la mobilité internationale et notamment un service qui s'appelle Access, qui a comme mission d'accompagner les étudiants et chercheurs internationaux en France sur toutes les questions administratives et juridiques. Et donc, nous avons aussi un service d'insertion professionnelle où nous donnons des conseils sur tout ce qui est changement de statut, etc. Nous avons remarqué ces dernières années qu'il y a une montée, il y a un vrai intérêt pour le statut d'auto-entrepreneur ou ce qu'on appelle maintenant micro-entrepreneur. Et donc, nous, on travaille avec des partenaires tels que la préfecture de police, l'OFI, le Pôle emploi, etc. et la région Île-de-France pour apporter des conseils et une orientation pour toutes les démarches de changement de statut de visa qui pourraient être compliquées et aussi pour ouvrir des opportunités non seulement à des résidents de la Cité internationale, mais aussi à l'ensemble des étudiants et chercheurs inscrits dans un établissement francilien d'enseignement sup sur les opportunités en matière d'emploi et insertion professionnelle et notamment aussi sur la création de leur entreprise. Hervé. Oui, tout simplement parce que vous connaissez l'AUF. L'AUF, c'est une association d'universités qui est répartie dans le monde entier. Et l'AUF, en fait, a pour mission d'accompagner ces établissements dans la réponse aux grands défis qui s'opposent à l'heure actuelle. Alors on va changer le micro parce que il est en manque de piles. Il y a un problème. Voilà, donc ça va mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. Oui, alors je disais qu'effectivement, notre rôle est de pouvoir d'accompagner les universités dans la réponse qu'ils doivent donner aux grands défis qui concernent leurs étudiants. Et un défi majeur, notamment dans la région qui est la mienne, donc au Moyen-Orient, c'est la question effectivement de l'employabilité des étudiants. Vous êtes installé où spécifiquement? J'imagine c'est toute la zone Moyen-Orient. Voilà, vous êtes au Liban, c'est ça? Voilà, ma direction régionale est basée à Beyrouth, au Liban, mais nous couvrons effectivement une quinzaine de pays de la région, des pays qui s'étendent en fait jusqu'à l'Iran, les pays du Golfe, l'Égypte, etc. Et quand vous traversez un peu ces pays, vous constatez que la question du devenir des étudiants une fois qu'ils ont achevé leurs études est une question centrale. Et s'intéresser à l'entrepreneuriat, c'est finalement donner des réponses aux étudiants en termes d'employabilité. C'est effectivement le sens profond de notre engagement qui est très important. Mathieu Pote-Bonneville. Oui, le rôle de l'Institut français, c'est notamment d'accompagner, d'identifier, de dialoguer avec des acteurs d'avenir, avec des personnalités d'avenir. Et nous nous sommes aperçus depuis quelques années que ces personnalités d'avenir, elles ont non seulement des messages à porter ou à faire passer, mais elles ont aussi des besoins, des compétences à acquérir ou à renforcer. Et que le dialogue entre tout l'écosystème du micro-entrepreneuriat français et puis ces porteuses et porteurs de projets internationaux pouvait être un dialogue extrêmement fécond, pouvait aider des projets à se pérenniser, à se stabiliser et contribuer au dialogue des cultures, parce que le dialogue des sociétés, de celles et ceux qui innovent en France et à l'étranger, c'est un dialogue des cultures au même titre que les autres. Alors nous parlons de l'auto-entrepreneuriat et il y a de nombreux auto-entrepreneurs ou futurs auto-entrepreneurs qui nous écoutent. Bonjour à Rifaï, à Ismaël ou à Soufiane qui nous écoutent sur le Facebook Live. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, nos invités sont là pour vous répondre. Juste, quel est le profil des étudiants étrangers qui sont attirés par le statut d'auto-entrepreneuriat? Est-ce qu'ils sont francophones au départ? Est-ce qu'ils ont fait leurs études en France? Est-ce que vous arrivez à en savoir un peu plus sur ces questions pour déterminer le profil? Alors, ce sont à la fois des francophones, des non-francophones. Il n'y a pas de règles strictes sur le profil. Ce sont notamment des personnes qui souhaitent faire de leur passion leur métier.
Ce sont des personnes aussi qui, à travers une mobilité, ont développé des compétences qui sont nécessaires pour être micro-entrepreneur. Donc, la prise de risque, le travail en équipe, la résilience, l'autonomie, etc. Et donc, c'est très intéressant à noter que ce qu'on développe comme compétences à travers une mobilité internationale nous sert lorsqu'on souhaite se lancer dans une nouvelle aventure. Nous avons des étudiants de vraiment partout dans le monde. Heureusement, de plus en plus de jeunes femmes aussi qui s'intéressent à un métier plutôt masculin à la base. Et ce sont des personnes qui souhaitent prendre ce risque, qui souhaitent créer des emplois. Et c'est un peu dans la génération actuelle, qu'on appelle ça les millénials ou bien la génération Z, ils veulent bousculer un peu les méthodes de travailler. Ils aiment bien travailler dans des espaces coworking à leur propre rythme, gérer leur propre emploi du temps. Mais ce sont des personnes qui ont des idées et qui souhaitent les mettre en œuvre et faire de ça leur métier. Hervé Sabourin, même question pour les étudiants que vous suivez au Moyen-Orient. Quel est leur profil d'auto-entrepreneuriat ? Alors en fait, moi j'ai envie de dire surtout pas de profil. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tendance qui consiste à dire les étudiants, on va aller les chercher là où ils existent, les étudiants entrepreneurs, c'est-à-dire dans les business schools et les facultés de génie. Or, c'est une erreur. Et l'idée en fait de notre projet, c'est justement de dire on va aller dénicher les talents partout, parce que les talents sont partout. Pourquoi évidemment un sociologue, pourquoi un étudiant en histoire ne serait pas aussi un étudiant potentiellement capable de monter une entreprise. Et donc c'est vraiment ça, je veux dire, le profil, pour moi, il n'est pas lié finalement à l'étudiant tel qu'on le voit, il est lié beaucoup à son potentiel, et notre travail va consister à le découvrir, ce potentiel, et on est très surpris de voir toutes les idées qui peuvent émerger d'un grand nombre d'étudiants dans la diversité. Et puis pour répondre aussi au niveau de la langue, non, il n'y a pas de problème au niveau de la langue, on est au Liban. Donc le Liban est par définition un pays où il y a diversité linguistique. Et en fait, notre rôle consiste non pas à flécher une dimension linguistique, mais à ouvrir à l'ensemble des dimensions. Mathieu Potte-Bonneville. Alors même réponse sur le souci de ne pas profiler a priori les candidatures au programme que nous organisons, qui s'appelle des labs. Puis c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de passer par des candidatures très ouvertes, diffusées par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de telle sorte que les personnes de provenance les plus diverses puissent y prétendre. Ce qu'on observe au final, c'est que 60%, et ça mérite d'être souligné, 60% des porteuses et porteurs de projets que nous accompagnons sont des femmes. Il y a donc une dynamique d'innovation, une dynamique entrepreneuriale féminine, que ce soit dans les pays du monde arabe qui sont concernés par le programme Saphir Lab ou dans les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont concernés par le programme Ayada Lab. Et puis, ce qu'on pourrait dire du point de vue des profils, c'est que chaque année, nous voyons arriver des jeunes gens qui sont à la fois incroyablement idéalistes et incroyablement pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs de valeurs, qui portent des initiatives d'intérêt social, mais qui savent que pour pérenniser ces initiatives, il faut stabiliser un modèle économique, il faut constituer une équipe, il faut pérenniser une activité dans le temps. Donc dans la charnière entre cet idéal et ces conditions, on essaie d'intervenir à les aider. Marina, beaucoup d'étudiants qui nous suivent donc en direct sur la page Facebook de Campus France auraient éventuellement envie de venir poursuivre leurs études en Ile-de-France. Quel est le rôle de la Cité internationale universitaire de Paris dans cet accompagnement des étudiants étrangers ? Alors, à chaque rentrée, et c'est là depuis 16 ans, nous avons un guichet unique qui s'appelle le Welcome Desk Paris, qui est géré par le service Access en partenariat avec la ville de Paris et la région Île-de-France. L'ensemble des étudiants et chercheurs peuvent venir sur les 3 premiers mois de la rentrée et sur place poser leurs questions dans une ambiance conviviale, multilingue, multiservice, peuvent sans rendez-vous aller voir directement le Pôle emploi, le CRUS, l'OFI, le CAF, etc. Et aussi, lorsque le Welcome Desk, qui ferme d'ailleurs ce vendredi, donc il ne faut pas hésiter, il faut se dépêcher. Tout au long de l'année, il y a le service Access qui est ouvert, qui peuvent donner des conseils juridiques, administratifs, culturels et tout ce que vous voulez. C'est un service qui n'est
pas seulement ouvert aux franciliens en mobilité en Île-de-France, je veux dire, mais aussi leurs conjoints et les enfants. Donc nous avons énormément de conseils aussi pour le conjoint, son insertion professionnelle, la scolarisation des enfants. Et les centres à accès se trouvent aussi dans le nord de Paris, dans le sud et l'est de Paris aussi. Donc si vous allez sur le site web Access CIUP, vous pouvez trouver un centre à côté de votre établissement. Mais c'est aussi que nous travaillons de manière très collaborative avec la préfecture de police. Et donc nous travaillons dans une démarche pour faciliter tout ce qui est contraintes administratives ou juridiques pour les personnes en mobilité, en Île-de-France notamment. Et donc, c'est un point très important parce que pour les étudiants qui arrivent, ils ont besoin d'avoir, j'allais dire, une seule personne ou quelqu'un qui va centraliser l'ensemble des services. C'est hyper important. Cette année, sur le Welcome Desk, l'équipe Access a parlé toutes les langues possibles, du chinois au wolof, au l'espagnol, l'anglais bien sûr. Donc ils peuvent venir avoir des goodies, avoir des petits bonbons et ensuite aller voir le CAF dans une ambiance très conviviale. Ça commence par des bonbons, ça c'est génial. Oui. Hervé Sabourin, pour l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie, vous avez développé un programme qui s'appelle le programme DEAL. Expliquez-nous quelles sont les grandes lignes de ce programme. Oui, en fait, c'est un programme qui s'inspire fortement d'un programme français qui s'appelle Pépite, qui est un programme qui existe depuis quelques temps en France, dans toute la France. Pépite, c'est pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc nous avons en fait développé à peu près le même genre de programme adapté évidemment au Liban qui se décline en 3 axes. Le premier axe, c'est en fait créer au niveau national un statut nouveau pour l'étudiant qu'on appelle statut d'étudiant entrepreneur. Ça, c'est fondamental. Ça va permettre à l'étudiant qui veut s'engager dans une démarche entrepreneuriale de pouvoir bénéficier en fait d'un certain nombre de facilités au sein de ses études. Donc, il peut continuer à étudier et en même temps, il va pouvoir en fait travailler sur une idée de création d'entreprise. Ça, c'est un premier point et ce statut a été déjà, ça y est, validé par le ministère libanais. Le deuxième grand axe, c'est la création d'une grande plateforme en ligne qui va permettre en fait de concentrer des ressources entrepreneuriales, donc des cours, des expériences, des témoignages, et qui va mettre en connexion les étudiants, les chefs d'entreprise, et puis aussi évidemment tout le corps professoral. Et le troisième grand axe, définitivement, c'est la création, pour le moment à Beyrouth, mais l'idée c'est de s'étendre sur tout le pays, d'un espace qu'on appelle en bon français espace de coworking, qui est en fait un espace permettant aux étudiants de se retrouver. On sait bien que les jeunes parlent plus aux jeunes qu'aux moins jeunes. Bon, et de pouvoir ensemble... oh, allez, on le sait un peu quand même, mais en tout cas de pouvoir ensemble avoir des idées et puis... Il y a une émulation qui se fait dans ces lieux-là particulièrement. Et recevoir des conseils évidemment des professionnels et surtout se préparer éventuellement à intégrer un incubateur, parce que c'est en fait ça qu'on veut obtenir. On a des incubateurs un petit peu partenaires, et dès que l'étudiant est prêt, on l'envoie dans un incubateur et il peut être pris en charge. Donc c'est un programme très ambitieux, et surtout qui est important parce qu'il concerne actuellement 15 universités, ce qui est vraiment formidable, 15 universités du Liban qui sont engagées dans ce programme. On a fait récemment une compétition étudiante, on a eu 100 étudiants, ce qui est quand même génial. Donc on est vraiment très content. Mathieu Pot-Bonneville, je rappelle que vous êtes responsable du pôle idées et savoir à l'Institut français. Justement, l'Institut français porte plusieurs programmes d'attractivité s'adressant à des jeunes du monde entier, notamment dans le secteur de l'entrepreneuriat. Du coup, le sujet du jour, pourriez-vous nous présenter ces principes ? Bien sûr. Alors, on peut parler de 2 programmes en particulier. Le programme Saphir Lab, qui concerne 11 pays du monde arabe et pour lequel nous proposons aux lauréats d'abord une séquence d'accélération à Paris pendant une semaine avec des ateliers de formation, avec des rencontres professionnelles et l'encadrement, l'intervention de structures partenaires, d'acteurs phares de l'économie sociale et solidaire française. Et puis, nous leur proposons ensuite, pendant 8 mois, au retour dans leur pays, dans les pays où ils séjournent, d'être suivis, d'être accompagnés par un consortium d'incubateurs locaux. Nous travaillons donc aussi
à structurer, à renforcer les liens entre ces incubateurs locaux, période au-delà de laquelle, après laquelle, eh bien, nous faisons se rencontrer de nouveau, nous réunissons à nouveau tous ces porteuses et porteurs de projets français, du monde arabe pour une séquence de restitution de leurs travaux. Saphir Lab, c'est 25 lauréates et lauréats par an. C'est 250 maintenant depuis le lancement du programme. Et puis ce programme a fait un rebond, enfin a trouvé un écho dans la création d'un deuxième programme porté avec le Goethe Institut. J'ai oublié de mentionner que Saphir Lab est porté avec CFI International. Ayada Lab, le programme qui concerne l'Afrique de l'Ouest, est développé et implanté avec le Goethe Institut dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Et de la même manière, accompagne des micro-entrepreneurs dans le secteur des industries culturelles et créatives en particulier, mais aussi des interventions à enjeux environnemental et leur propose un accompagnement en les faisant suivre par des incubateurs locaux, travaille donc à renforcer là aussi l'écosystème des incubateurs de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Mathieu, vous gardez la main. Encore une fois, on sait que le statut d'auto-entrepreneur est un statut très particulier. Qu'est-ce que l'Institut français, par exemple, fait concrètement pour encourager les gens à devenir auto-entrepreneurs? Alors, notre but n'est pas de permettre à ces jeunes de devenir auto-entrepreneurs en France. Notre but, c'est d'abord d'accompagner des jeunes qui ont ce type de dynamique, d'initiative individuelle qui prend corps dans un modèle économique, et d'autre part, de leur permettre de rencontrer toute cette constellation française d'innovation et d'initiative en partageant les compétences. Au fond, c'est un travail de culture et de partage de culture entrepreneuriale que nous accomplissons, à laquelle nous contribuons en tout cas. Une question pour tout le monde qui nous arrive sur le live Facebook. Quelles sont les statistiques d'intégration des étudiants qui ont un profil d'auto-entrepreneur aujourd'hui? Hervé Sabourin, Mariana Burg. Alors, au Liban, on n'a pas de statistiques particulières. C'est-à-dire que ce qu'on peut estimer, c'est qu'à partir du moment où on a, par exemple, on va dire une centaine d'étudiants qui intègrent un programme comme ça, on peut espérer peut-être une dizaine qui vont jusqu'au bout de leur démarche. Déjà, je pense que c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que si on peut avoir 10% des étudiants qui s'inscrivent dans ce programme et qui vont créer une entreprise, c'est déjà énorme. Donc c'est à peu près le schéma sur lequel on se base, qui répond à un certain nombre de réalités des incubateurs locaux, qu'on aimerait pouvoir un peu augmenter, mais je crois qu'il faut déjà être raisonnable. On construit les choses pas à pas. Marina Burk, il y a quand même des restrictions aujourd'hui et certains freins qui limitent les demandes d'étudiants auto-entrepreneurs, notamment en France et auprès de la cité universitaire de Paris. Lesquels? Alors, notamment, c'est le fait qu'il n'y a pas de mention de micro-entreprise, micro-entrepreneur sur le titre de séjour étudiant. En effet, pour les non-européens, la tâche n'est vraiment pas facile, ce qui est dommage dans un pays où on souhaite vraiment garder et attirer les talents internationaux. Il faut envisager des pistes d'amélioration. Donc, la tâche est très lourde, il y a beaucoup de paperasse, rien n'est donné, donc il faut peut-être réfléchir à mentionner sur le titre de séjour étudiant non européen le fait qu'il peut exercer ce nouveau métier. Donc nous espérons que ça viendra. En ce moment, il y a une obligation de changement de statut si on veut changer d'étudiant à micro-entrepreneur. Et il y a un dossier monté auprès de la préfecture. Rien n'est garanti, comme j'ai dit. Et il est difficile de rebondir et revenir étudiant après cet échec, entre guillemets. Donc je pense que la France devrait mener une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer ces talents internationaux qui sont des experts dans leur domaine, qui souhaitent créer des emplois, qui souhaitent rester avec leur famille en France et créer des emplois et renforcer l'économie française. Et donc vous, depuis justement que vous êtes à la Cité internationale universitaire de Paris, vous avez quand même noté des axes d'amélioration? Alors, à nous seuls, on ne peut pas. Je pense qu'il s'agit d'une démarche collective avec les autorités, avec des instances et avec les différents ministères avec qui nous travaillons. La Cité internationale est une fondation privée à utilité publique, mais nous sommes reconnus comme experts dans l'accompagnement des étudiants et chercheurs en mobilité. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Mais je pense que tout le monde peut reconnaître les valeurs. Mathieu Pot-Bonneville, Hervé Sabourin, pour vos
pour vos structures, quelles sont aussi les pistes d'amélioration que vous voyez émerger? Sur quoi on peut encore avancer, évoluer, progresser? Hervé Sabourin. Ah, mais je crois que c'est un début, si vous voulez. Le problème, je crois, de base, c'est que ces questions-là, les universités sont en train de se les approprier. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail, je dirais, de sensibilisation. D'acculturation presque. D'acculturation qu'il faut entamer. Alors d'abord, je vais vous dire, auprès des étudiants, mais ce n'est pas le plus difficile. L'étudiant, par nature, est capable très rapidement de comprendre que la démarche est intéressante. Je voulais dire une chose importante à ce niveau-là et le dire aux étudiants. Se lancer dans une démarche entrepreneuriale, ce n'est pas uniquement pour pouvoir devenir entrepreneur, c'est aussi et surtout pour acquérir des compétences. Et qu'on devienne créatif, qu'on devienne inventif, qu'on arrive en fait à gagner en autonomie, c'est tout gain éventuellement si on trouve ensuite un job qui n'est pas un job d'entrepreneur. Donc je pense que ça c'est important de leur dire, il n'y a pas d'échec parce qu'on gagne des compétences. Ça c'est important. Je dirais que le milieu, alors en tant qu'universitaire, le milieu où il faut travailler, sensibiliser, c'est le milieu des enseignants, qui est par définition un peu plus conservateur que le milieu étudiant. Et je crois qu'il faut leur dire à ces enseignants que, eh bien, il faut ouvrir le champ des étudiants. C'est à eux, ils sont des vecteurs. Et il ne faut pas se resserrer. L'entrepreneuriat, c'est une grande aventure. Ça permet d'ouvrir les yeux à plein de choses. Ça permet de s'intégrer dans la société. Et il faut que les enseignants accompagnent. Ils ne fassent pas de résistance. De souplesse, d'ouverture d'esprit, Absolument. ça se fera ensemble. Mathieu Pot-Bonneville. Des pistes d'amélioration pour l'échange entre les compétences internationales et françaises. Alors, je pense que faciliter les conditions de circulation des porteurs de projets et des étudiants entre les pays concernés et les pays européens me semblerait être une bonne chose, parce que c'est vrai que très souvent, dans la mobilité, dans la capacité de faire se rencontrer les personnes et les projets, les questions administratives liées à la pénétration sur le territoire européen ne facilitent pas les choses. La question de l'auto-entrepreneuriat, le nouvel attrait des talents internationaux, c'était la table ronde il y a quelques instants. On était dans le débrief justement de cette question avec Mathieu Pot-Bonneville, responsable du pôle Idées et Savoir à l'Institut français. Merci à vous. Merci à Hervé Sabourin également, directeur régional Moyen-Orient pour l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, et à Marina Burke, directrice de l'accompagnement de la mobilité internationale à la Cité internationale universitaire de Paris. Et gardez votre accent irlandais, il est extraordinaire. Le soleil a disparu sous la verrière du 104, mais regardez, on est sous des lumières. Hein. L'année prochaine, on viendra avec des lunettes de soleil, c'est ça, Hervé? Hervé il n'était pas content, Hervé, parce qu'il y avait pas mal de lumières et il trouvait qu'on les accueillait pas bien. Merci beaucoup de nous avoir parlé en termes concrets comme ça de projets qui se mènent, et c'est une réelle et une très belle aventure, l'auto-entrepreneuriat.